Je suis né dans une région contiguë entre la Mauritanie et le Maroc, où il y a les Berbères, où il y a les Arabes et tout cela. J'ai donc été exposé, étant jeune, aux Berbères, le Chleuh que je parlais, dont j'ai gardé quelques éléments. Et j'ai pensé jusqu'à maintenant qu'il y a des ressemblances, des recoupements entre les Berbères et ce qu'on appelle les Zanaga. J'ai écouté Mohamedine, il a parlé, et bien je n'ai pas identifié un seul terme de ce qu'il avait dit. Et donc, pour moi, il y a lieu de voir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de recoupement, est-ce qu'il n'y a pas d'intersection entre le Chleuh et le Berbère tel qu'il est parlé chez nous. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ce mot Zanaga, ça recouvre quoi exactement? Parce qu'il y avait 3 grandes tribus berbères, Sanhaja dans la région, le Sanhaja parlé actuellement, c'est lesquels. Je reviendrai sur ce problème-là. Mais comme il a donné un texte, je vais vous donner un petit texte aussi, en Chleuh, et vous allez constater qu'il n'y a pas une ressemblance. Je vais vous dire Iverkhan Tiverkhatin. Timgharin Irgazin. Assalam Iflaoun. Adaounik Ferb Belafit. Ça veut dire, mademoiselle, messieurs, mesdames, messieurs, mesdames, salut sur vous, que Dieu vous donne la paix. Adaounik Ferb Belafit. Mais il n'y a pas un seul. L'Afit, déjà, vous trouvez que c'est la Avia, c'est la. Donc, Adaounik Ferb Belafit. Que Dieu vous donne la paix, que Dieu vous donne. Donc, finalement, ma question, moi, c'est. Le Sanhaja, on parle de Sanhaja, on parle de Aznaga, qui recouvre Sanhaja, lequel Sanhaja regroupe en fait 3 grandes tribus qui étaient dans l'espace, je parle sous le contrôle des savants ici, qui occupaient un espace de la Mauritanie. Est-ce que la survivance de Sanhaja que nous avons et qui est encore parlé par certains d'entre nous, est-ce qu'on peut identifier, il était parlé par laquelle des grandes tribus? Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Ça, c'est la première question. La deuxième chose, est-ce qu'il serait très intéressant que des gens qui parlaient le Sanhaja, qui est une langue qui est pratiquement disparue, comparent un petit peu leur connaissance avec le Chleuh ou le Berbère, qui est parlé actuellement au nord au Maroc, Souss, par exemple. Le Chleuh est parlé au Souss, le Zayan est parlé au Moyen Atlas, et le Rif est parlé dans les montagnes. Et ce sont 3 types de Berbères différents, absolument différents, parce que les gens ne se comprennent pas entre eux. Et ceux-ci, même les Rifins, ne se comprennent pas très bien avec les Kabyles. Et les Zayan ne se comprennent pas avec les Rifins, ne se comprennent pas non plus avec les Berbères du Souss. Donc il y a de grandes familles berbères, et quelquefois on regroupe de façon un petit peu arbitraire sous le vocable berbère. Je crois qu'il y a lieu de regarder ça de très près. Le troisième élément que je voudrais signaler, c'est que vous trouvez des mots berbères, d'origine berbère, qui existent encore en Hassaniyat. Par exemple, Adrar. Adrar, ça veut dire la montagne. Et jusqu'à présent, les Chleuh appellent la montagne Adrar. Et l'Adrar se trouve être une zone montagneuse en Mauritanie. Ça veut dire tout simplement que c'est un terme qui était utilisé dans le temps et que je ne sais pas si Adrar là où il dit. Adrar, il n'y a pas de problème. Tegant, ça veut dire la forêt. Jusqu'à présent, au nord, le Chleuh appelle la forêt, Tegant la forêt. Tegant était une région forestière. Nous avons par exemple des mots qui phonétiquement sont les mêmes, mais sémantiquement sont différents. Tafoukt. Tafoukt, ça veut dire Tafounest, c'est la grande vache, et Tafoukt, c'est la petite. Mais Tafoukt, au nord, ça veut dire le soleil. C'est le même berbère? Non, Tafoukt. Tafoukt, c'est pas le même mot. Tafoukt, ça veut dire. Ça, c'est ma compréhension. Ça veut dire le soleil chez les Chleuh. Et Tafoukt, peut-être qu'il y a une différence de prononciation, mais en tout cas, c'est comme ça que j'aperçois. Donc, je crois que pour résumer, il y a lieu de regarder de très près. C'est là d'abord le Sanhaja,
tel que nous en avons des copies, c'est laquelle des garanties. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il y a des termes qui sont actuellement, qui se trouvent actuellement dans les berbères du Nord et qui demeurent dans les Hassaniens? Pourquoi cela? Et pourquoi certains de ces berbères ne sont plus compris? Et pourquoi les différents berbères ne se comprennent pas entre eux? Voilà un petit peu les différentes questions que je voudrais me poser. Effectivement, le problème des mots est à prendre terme à terme. C'est quelque chose que je n'ai pas développé ici parce qu'il me semblait qu'il aurait fallu avoir quelque chose à l'écran. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que si on prend la ceinture, se ceinturer, parce que moi je ne fais pas la comparaison simplement avec le Tachelhit, je fais la comparaison avec tous les grands dictionnaires. Donc c'est le Touareg, c'est le Tachelhit, c'est le Rifin, etc. Quand il y a des dictionnaires. Donc se mettre une ceinture, on dit yugesh en Zenaga. Dans le Sousse, on dit buks. En Kabyle, on dit ubges. En Touareg, on dit ugbes. Et en Wargli, on dit bish. Si vous entendez ça comme ça, je pense que vous pouvez dire « Ah, il n'y a pas de rapport ». Si vous regardez de près, que vous savez que en fait le « we » de « yugesh », le « ou » qui est en fait un ancien « h », en fait c'est un « b », c'est équivalent du « b ». Quand vous regardez que le « che », c'est équivalent du « s », vous vous rendez compte, mais ça c'est en travaillant mot par mot, parce que tout mot a une histoire comme ça. On se rend compte que le Zenaga, avec yugesh, se ceinturer, est exactement le même que celui du Kabyle, ubges. C'est le même. Simplement, c'est pour ça que j'ai parlé de la phonologie, de la phonétique. C'est simplement deux petits problèmes de phonétique. Le B la laryngale qui a disparu en donnant soit un B, soit une semi-consonne, d'où yugesh, ou bien, et puis d'autre part, le che qui est donc un élément chuintant en Zenaga alors qu'il n'est pas chuintant ailleurs. Donc, l'histoire, le problème d'un dictionnaire, j'ai voulu le faire un dictionnaire comparatif. Maintenant, présenter un dictionnaire comparatif, effectivement, il aurait fallu que je prenne mot par mot pour vous expliquer ça. Et d'autre part, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'une langue, c'est un stock de mots. Une langue n'est pas un stock de mots. Et si les mots peuvent comme ça avoir chacun leur petite dérive, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment bizarres. On prend chaque terme, il y en a qui se comprennent très bien, mais il y en a d'autres, on ne comprend pas pourquoi il a pris tout d'un coup telle forme. Alors le wargli, bon, c'est biche, c'est-à-dire que là, il y a eu une assimilation du ge avec le che. Ça n'est pas une règle générale, même en wargli. Donc il y a des règles particulières pour chaque terme. Mais c'est en regardant la syntaxe, la manière dont les mots sont faits, le fait que des règles très générales qui sont uniquement en Zenaga, en berbère, qui existent en Zenaga et dans tous les autres parlers berbères, mais absolument pas en arabe, comme le fait d'avoir des formes particulières pour la négation, le fait que le pronom vienne après la négation, des tas de choses qui font que on se rend compte, et moi je trouve que c'est le premier élément extraordinaire, c'est comment se fait-il que des choses si particulières soient restées. Ça montre que le Zenaga a traversé les siècles en restant au fond, et je pense que par bien des aspects, elle est plus au fond que d'autres parlers, parce que peut-être quand une langue est parlée par beaucoup de gens, peut-être qu'elle évolue plus vite aussi, c'est possible. Mais surtout, je vous ai dit une chose, il y a un problème d'évolution au niveau des voyelles. Le Zenaga a un consonantisme très curieux, mais il a des voyelles qui sont restées. Les autres, ils n'ont presque plus de voyelles. Et du coup, ça fait quelque chose qui est très différent. L'accent est différent. Alors, ça, je voudrais dire pour l'histoire de... Je pourrais... Si on prend les numéros, on peut prendre les numéros en Zenaga et on peut prendre les numéros en Tachelhit. On a Yun en Zenaga, Yan en Tachelhit. 2, Shin ou Shinen, Sin.
Karad, Krad. On les prend tous. Ils sont immédiatement reconnaissables. Dans les 5 parlers, le Touareg, le Gadamsi, le Wargli, tous ceux qui ont conservé des numéros ont quelque chose de tout à fait comparable. Et c'est ça qui permet après de faire les règles et de voir comment ça se passe, quelles sont les règles régulières et quels sont les accidents. Donc, je pense qu'il y a, quand je disais les rifins, les gens disent vu d'ici, je disais vu d'ici, ça se ressemble beaucoup. Mais oui, mais c'est vu d'ici. C'est parce que l'écart est plus grand entre la Tachelhit et le Zenaga qu'entre le Tachelhit et le Tamazirt. Mais je n'ai pas dit que le Tamazirt et le Tachelhit c'était pareil, ou que le Tamazirt et le Tarifit c'était pareil, ou que les... Non. Il y a eu des siècles, à mon avis, des siècles de séparation et donc beaucoup d'évolution. Mais on trouve ça pour la continuité géographique. Continuité, depuis quand n'y a-t-il plus de continuité géographique? Contiguïté. Contiguïté, oui, mais les sédentaires. Les sédentaires connaissent-ils, vont-ils parler avec leurs voisins, même 30... Moi, je connais des gens en France qui, au début du XXe siècle, habitaient à 5 km de la mer, n'avaient jamais vu la mer. Les gens, et je pense que ça, c'est un élément très important. Les gens, est-ce qu'ils ont des contacts ou pas? C'est pas seulement, ça se mesure pas en kilomètres. Alors maintenant... Oui. Maintenant l'histoire, mais ça je pense que c'est quelque chose qui... L'autre chose c'est l'histoire des tribus. J'ai dit que ça n'était pas mon problème, le problème des tribus, mais je ferai 2 remarques. D'une part, Klam Hassan, Klam El-Biran, ce ne sont pas seulement les Hassan qui parlent Klam Hassan. Et ce n'est pas seulement une tribu, c'est toutes les tribus qui parlent Hassania. Donc je ne crois pas que partir de l'idée que une variété linguistique est forcément associée à une tribu soit forcément une nécessité. C'est une chose. La deuxième chose, c'est l'idée de Aznag et Sanhaj. Je pense que il faut quand même reprendre l'origine, la relation entre les 2 termes, et malgré ce qu'on en dise, surtout en Mauritanie, Sanhaj est la forme écrite arabe déformée de Aznag, de Zenaga, et non pas l'inverse. Donc, il faut... Alors, Zenaga est un terme qu'on retrouve ailleurs, mais il faut, si on veut raisonner, il faut en tout cas partir de Zenaga, pas de Sanhaj. Sanhaj est quelque chose qui est très utile ici, à mon avis, pour qu'on fasse la distinction entre Znag, de statut, et Sanhaj, c'est-à-dire que finalement, c'est très bien, on arrive à 2 termes et ça arrange tout le monde. لا هنا لاحظوا ملاحظة هي اللي عندها الحق تقولها إذا اقتنعت بها عن ما فيه لغة بربرية وإنما هناك لغات بربرية كيف نقول اللغات السامية. لا قالت. Voilà. Il n'y a pas une langue berbère, il y a plutôt des langues berbères. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il a dit que vous l'avez vous-même. Comme des langues sémites. لا نلاحظ عن اللغات كيف يعرفوا الناس كاملة منين يجابروا اجتماعيا كلهم توكل من الأخرش. لغة تأكل اللغة. Quand les langues rentrent en contact, il y a des empreintes. Donc chacune emprunte à l'autre. Mange l'autre. Oui. C'est pas vous le dire. الحسانية فيها دقيق بربري لكنه أساسا في البيئة. متعلق بالإبقار أساسا والبيئة. Au niveau de la langue hassania, il y a des empreintes des Zanaga qui se rapportent essentiellement à la toponymie et surtout au domaine de l'élevage, surtout les bœufs, etc. Et surtout la végétation, je crois. Donc l'environnement. غير اللي داخل الصنهاجية هون والعربية هو اللي يبحث عنه كم يكتب شنو. Donc les empreintes de l'arabe dans la langue Zanaga sont très importantes et on doit faire des recherches pour les identifier. لأنه ما هم الحسانية من اللغة العربية القديمة. Ça ne relève pas des hassaniens, mais c'est plutôt de l'arabe classique. قديم.
بعض القواميس العربية وبعض الصنهاجية يجد مفاجآت كبيرة. Si quelqu'un prend des dictionnaires anciens et qu'il prend le Zanaga, il va être surpris par les ressemblances entre. الكلمة اللي قالت هي يفرد، والله يفرد معناها التقط الشيء، يفرد شيء يلتقط. احنا نقول مثلا بكلام اصنع قال حد يفزع العلك، يجمع العلك، يفرد تونين غير ورد. يفرد هذه لا يفرد، ينتزع. Ça, j'avoue que le mot que vous avez soulevé, qui veut dire arracher ou cueillir, ramasser, donc. يفرد معناها يفرد يفرد c'est يجعله منفردا. C'est plutôt isolé, je crois. هنا عندي منه قد سمعت منهم 400 كلمة غدا نقول لهم هذا. Je l'ai lu plus de 400 termes, 400 mots, mais je vais prendre l'exemple de 3 exemples. كلمة الشيطان. الشيطان عود يجمع الحملين على ظهر الجمل. الشيطان احمد الشباب والمولد يقولوا الساحل في شيء يحكوا يديروا فرحه قالوا الشباب. Madame Chef, vous connaissez le Shira en Hassania? Ce qu'on met dans les pour empêcher de téter? Non, c'est pas. Non, c'est au niveau du harnachement du chameau, je crois. الشيطان. حملين يجمعهم على ظهر الجبل، عود ينقال هو الشيطان. عود. Pour le harnachement du chameau là. mettre de bagages sur le dos de chameau. C'est un axe qui permet d'articuler les fardeaux sur le chameau. الشيطان. القاموس العربي القديم الشيطان عود يجمع الحملين. Donc au niveau de l'arabe ancien, l'arabe classique, c'est exactement le même sens. الفرق عنه بالعربية الشيطان وبالصنهاجية الشيطان. Donc il y a juste une différence au niveau de la prononciation. المثال الثاني أظنك اللي يندار في خنافر العجمات اللي أرضى عمو. أظنك منه بالعربية الزناق عود في أنف البعير. وراهي الزناق هذه فيه مشكل بين اسمها صناقة وصناقة. صناقة صنهاجة هم قبيلة معروف، وكانوا العرب بني حسان خصوصا بحروبهم الأسير يظنك انهم ويوك اللي أسرى ينقال لهم صناكة. صناكة زير عني مظنكي قال لهم غني. هناك لبس بين صناقة وصناكة. Donc le deuxième terme est tazank. Tazank, c'est ce qu'on met dans le. Comment s'appelle ça? Dans les narines de. Dans les narines. Pour l'empêcher de téter. Et que les anciens prisonniers ils mettaient ça dans et c'est de ça que ça vient à Zank. المثال الثالث معروف في العربية القديمة عن متاع المسافر، أداة السفر عم تجمعهم مخلة وضرواية ينقالها السفرة. سفرة المسافر دارت لها تاء البربرية السفرة. وهذا ينطبق على التامورت اللي كلمة بربرية فصيحة تأمرت باللامور. في القاموس العربي التامور والتامورة غابة الأسد. على سبيل لا نقول عن العربية القديمة داخل الصنهاجية في ترى منها كمية ما تقل ما قلت غير كبيرة. لكن اللي يقولوا الباحثين في إيران عن اللغة الفارسية قاموسها 60% من وصلها عربي مغير له. بالنسبة لنا وصلنا قبل ذيك الدرجة. لأنه يأكد الحميرية اللي قال ما نعرف. لا نعرف عن العربية القديمة. العربية القديمة في كلام صناقة كمية هائلة لا تخاف. لغة صناقة والله. العربية اللي دفرم داخل كلام صناقة دخيل.
Donc il y a un stock important de termes d'arabe classique qui sont dans la langue. C'est bien, c'est des exemples concrets. L'origine d'un terme est toujours compliquée. Et ça n'est pas... Moi, le premier travail, c'était de collecter le terme, de le noter et de faire, si possible, des rapprochements. Et c'est vrai qu'il y a les emprunts à l'arabe qu'on reconnaît très facilement. Et puis, il y en a d'autres qui sont très bien cachés. Et souvent, on a discuté, et c'est une question qui est ouverte. Et effectivement, il faut aller très loin pour avoir la preuve que le terme est berbère d'origine. Mais je rappelle aussi que malgré tout, les langues sont apparentées. Et que si on les trouve en berbère dans tous les parlers berbères, même si c'est aussi en arabe, ça ne prouve pas que c'est un emprunt à l'arabe. C'est pour ça que c'est très... Oui, tout est très compliqué et il est évident qu'il y a des corrections à faire pour... Vous m'avez réglé un certain nombre de problèmes par votre conférence en parlant certainement de certains mots comme ramasser. Parce que moi je connais, j'ai entendu parler d'un palmier isolé qui s'appelle Tifed. Et là je comprends qu'il a été ramassé tout simplement. Je crois que aussi les gens de Chenguiti ont fait cet arrangement par le beau palmier qui s'appelle Medina. C'est le Medina. J'aimerais bien savoir si les oasis et les Nagas, la toponymie générale qui va de l'Algérie, du Maroc, la renseigne de type nomade ou de type oisicien. Parce que, je ne sais pas, entre ces deux axes aussi, il y a beaucoup de renseignements qu'il faut peut-être chercher. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, la Palmeraie aujourd'hui offre vraiment un stock, une mémoire vivante de se parler. On ne sait pas si c'est des Nagas ou si c'est notre parler, mais aussi le mode de vie bédouin apparemment va faire beaucoup d'informations. J'aimerais bien savoir s'il y a une distinction qui peut renseigner sur ce type de... Merci. Le problème est de trouver des informateurs. Parce que dans les manuscrits de Mortar ou le Hamidoun, il y a 1 ou 2 pages sur les dates, par exemple. Je peux faire circuler une des pages que j'avais apportées ici. Mais le problème, c'est que Mohammedan n'est pas de cette région. Et jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui parle Znage et qui est de cette région-là. Mais je pense que les choses sont assez compliquées. On a essayé une petite enquête sur les poissons sur le banc d'Arguin au mois d'avril. Et le butin a été extrêmement maigre, c'est-à-dire que j'avais un livre sur les poissons du Maroc. Je m'attendais à ce qu'il y ait une certaine convergence entre les noms des poissons qui semblaient d'origine berbère et le Maroc. Rien. C'est-à-dire, c'est en fait des quêtes au niveau de l'origine, tout ça c'est très long, c'est très difficile, et tant qu'on n'est pas tombé sur la bonne source, souvent on en est réduit aux conjectures, malheureusement. Je me posais depuis quelques temps la question sur le sens du mot tekrour. J'ai l'impression que c'est un mot berbère. J'ai déjà réfléchi à Agrour. Est-ce que ce n'est pas un rocher, quelque chose comme ça? Est-ce que ça a cherché ce qu'on doit rechercher dans la racine K, ou plutôt dans la racine R seulement, Rour seulement, et puis Ag ou Ag, mais je ne sais pas si vous avez la réponse aussi, le professeur a la réponse maintenant, mais c'est quand même une question importante puisque ce pays était appelé aussi le pays de Tekrour. Et j'ai l'impression que Tekrour c'est un mot plutôt berbère, plutôt sénégalais, mais est-ce que le sens est facilement décelable? J'ai essayé de donner plutôt des matériaux pour que les gens réfléchissent. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a après des choses qui peuvent être
plus conforme au changement phonétique observé par ailleurs ou non. Donc je pourrais dire que le que et le ge, ça ne me choquerait pas. Mais qu'il n'y ait pas un T, par contre, par exemple, après Tekrour, qu'il n'y ait pas un T à la fin, je me dirais, tiens, pourquoi? Mais franchement, je ne suis pas la mieux placée pour faire l'étymologie de tous les termes. Si je les ai trouvés, je les ai donnés, mais si d'autres ont des idées, c'est très bien. Juste des petites questions. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes intéressé au domaine de la musique? Et surtout, vous avez parlé de Sedou Molindartou. Dans son poème Tafrazen, il paraît qu'il y a un stock important de mots d'origine Zanaga. Et ça renseigne aussi sur la toponymie des lieux, c'est extrêmement important. Et ensuite, est-ce que vous avez pu découvrir des emprunts au niveau des langues africaines? Parce que quand même, c'était des peuples qui étaient en contact. Et est-ce que vous avez pu trouver des emprunts au niveau des langues africaines? Deuxième chose, au niveau du corpus lui-même, est-ce que vous avez combien de locuteurs aujourd'hui parlent donc ces dialectes? Est-ce qu'ils appartiennent à la même ère géographique? Et est-ce que ça permet réellement d'élaborer un dictionnaire représentatif de cette langue qu'on appelle la langue Zanaga? À votre avis, et au niveau de l'avis de l'assistance, quel serait le moyen le plus approprié pour sauver ces dialectes? C'est quand même toute une culture qui va disparaître, c'est une vision des choses. Parfois, c'est très important au niveau de la toponymie de savoir l'histoire de tel fait historique, de tel événement, etc., à partir de la toponymie des lieux. Donc, à votre avis, quels sont les moyens, la stratégie appropriée pour conserver et sauvegarder cette langue? Je sais que déjà au niveau de l'UNESCO, les gens s'intéressent à ça, s'il y a des dialectes qui sont en voie de disparition, qui disparaissent. Et voilà, je vous remercie. Je commencerai par votre dernière question. Comment faire? Je dirais que peut-être manifester de l'intérêt pour cette langue. Je pense que c'est déjà une chose importante, c'est-à-dire ne pas se dire le Zénaga est menaçant pour l'arabe, le Zénaga ceci, le Zénaga cela. Je pense que la première chose à faire, c'est s'intéresser à la langue, faire que les travaux qui peuvent être faits circulent et que éventuellement après, si on peut avoir une petite équipe pour collecter des textes, pour enregistrer des gens et pour les transcrire, ça peut être une très bonne chose. Maintenant, je dirais très clairement que j'ai un informateur. Et je n'ai pas de problème là-dessus. C'est-à-dire que si dans 5 ans j'ai terminé le lexique inversé, ça c'est bien, j'ai terminé la grammaire, j'ai terminé le livre, un certain nombre d'autres livres, il y aura sans doute quelque chose qui sera fait sur des textes, sur enregistrés, etc. Et peut-être même la poésie si jamais on trouve quelque chose. Je veux dire, et comparer entre, j'ai commencé, on a travaillé un peu sur un texte, une conversation d'autres personnes pour voir. Mais disons que j'ai voulu focaliser